Redingote, haute forme, crinoline, cache-poussière, 2 siècles d'histoire du costume, cette semaine à porte ouverte au Musée de la Civilisation. Le costume est la représentation culturelle par excellence. Il représente un pays, une époque, une société. Alors, vous aurez compris que dans le cadre de cette émission, on parle de la grande collection de costumes du Musée de la Civilisation. Et pour ce faire, je vais rencontrer Nicole Grenier, qui est la grande conservatrice en chef de la collection de costumes, qui va nous présenter un portrait très général de cette collection. Par la suite, on va aller rencontrer Serge Joyal, qui est un des grands donateurs de la collection de costumes. Et M. Joyal va nous parler de ses motivations de collectionneur, comment il a constitué l'une des plus importantes donations de la collection de costumes du Musée de la Civilisation. La grande collection de textiles, c'est combien d'objets? Ça représente quoi? En fait, la collection de costumes et accessoires, parce que quand on parle de textile, on doit aussi parler des accessoires qui vont avec le costume, comprend 12 000 objets, plus ou moins. On pense être rendu peut-être à 13 000 maintenant avec les nouvelles acquisitions. C'est une collection qui est principalement composée de costumes euro-québécois. Et dans la collection, il y a une très importante partie de costumes amérindiens et inuits. La collection euro-québécoise comprend une forte proportion de costumes, mais quand même une très bonne quantité d'accessoires, c'est-à-dire les chaussures, les sacs à main, même beaucoup de bas, de gants et d'objets qu'on a oublié, en fait, qui réfèrent au passé. Bon, on parle bien sûr des corsets qui font partie des sous-vêtements, mais les épingles à chapeau, les ombrelles qui étaient utilisées effectivement jusqu'au début du 20e siècle et qu'on n'a plus maintenant. Il y a des objets comme ça qui réfèrent au passé. Et qui sont complémentaires au costume à travers les époques. Absolument. Puis, quand on parle de la grande collection de costumes, évidemment, bon, on parle de costumes civils, mais il y a bien d'autres choses. Oui. Le costume civil est une partie, mais on a des costumes qui réfèrent au métier, des costumes religieux, bien sûr, qui ne sont pas non plus comptés vraiment dans ce 12 000-là et qui s'ajoutent. Et ça veut dire qu'en termes d'époque, vous couvrez quoi? En termes d'époque, la collection, le noyau le plus important est autour de la fin du 19e siècle, jusque vers les années 50, je dirais. Par contre, elle s'étend beaucoup plus loin, c'est-à-dire que les vêtements les plus anciens sont des environs du milieu du 18e, mais on en a très peu. Et on se rend dans le temps jusque dans les années 2000, en fait. Et même maintenant, on va continuer à en ajouter. Donc, on continue à collectionner, par exemple, des vêtements de designers parce qu'il faut prendre les objets avant qu'ils soient aliénés ou qu'ils soient donnés ou qu'ils disparaissent, en fait. Maintenant, on a vu, bon, on a parlé de la période, on a parlé du nombre, on a parlé conservation, mais sur ce 12 000-là, il y a différents donateurs. Absolument. Quels sont les principaux donateurs autour de cette collection-là? En fait, on a des grandes collections. J'aimerais vous dire d'abord que la collection origine de la collection dont on a hérité finalement du Musée du Québec, parce que le Musée de la Civilisation date de 1988. Et on a hérité d'une collection qui était avant cette période. Et pour montrer comment le collectionnement, finalement, remonte à loin, on pense que la première acquisition,
c'est-à-dire la pièce acquise en premier dans les collections du Musée du Québec, qui a été héritée chez nous, a été acquise en 1934. C'est pas le plus vieil objet. 1934, en termes d'ancienneté, on a des objets plus anciens, mais le premier objet acquis, une paire de chaussures, l'a été en 1934. Donc, il y a eu des acquisitions ensuite. Donc, c'est le début du collectionnement, en fait, de cette grande collection. Je vous parlerai de la collection Dussault, qui est très impressionnante, qui a plus de 300 chapeaux. La collection Montreuil, qui est une collection très intéressante, qui a au-delà de 500 paires de chaussures qui vont du 19e siècle, fin 19e, jusque très avancé dans les années, jusqu'aux années 80. Il y a aussi la collection Olga Bérubé, qui est une collection très vaste, d'environ 600 objets, dont 400 pièces de vêtements. Il y en a beaucoup d'autres. Il y a aussi... il y a la demi-lune corset. Parmi les collections, il y en a une qui est plus importante que les autres et qui fait l'objet de l'émission d'aujourd'hui, c'est la collection Joyal. En fait, la collection Joyal est la plus importante en nombre, mais elle est aussi d'une qualité exceptionnelle. Elle recèle énormément de trésors. Elle regroupe environ 3800 objets. Au niveau des proportions, bon, le costume de femme a toujours été plus collectionné. Donc, il y a plus de costumes de femmes. On dit environ autour de 80 %. Toujours difficile d'évaluer. On ne les a pas comptés un par un. Ça dépend toujours comment on les perçoit. Et aussi, elle contient des vêtements pour hommes, des vêtements pour enfants en plus petite quantité. Une très bonne quantité d'accessoires, parce que l'accessoire de mode, comme on dit, est très important. Et des gravures, des revues de mode, un peu de photographie, des gravures qui permettent de documenter justement la collection, qui la complète. Ce qui fait que c'est un tout très intéressant. Si on a une robe et on veut voir à peu près à quelle époque elle pouvait être portée, on peut le confirmer avec une documentation visuelle. On peut dire qu'avec la collection Joyal, c'est véritablement un nouveau point de départ. C'est le début des grandes collections de costumes au Musée de la Civilisation. Absolument, parce que je vous ai parlé de la collection qu'on a héritée finalement du Musée du Québec, qui n'était pas très abondante dans le costume. Et la collection Joyal a vraiment été le noyau de départ de la collection, de la grande collection de costumes. Quand on pense qu'elle est autour de 3800 objets et qu'on en a 12 000, on comprend qu'en fait, c'est presque le tiers. C'est-à-dire que quand les gens ont vu qu'on avait la collection Joyal, qu'on l'a mis en valeur dans certaines expositions, ça fait que les gens qui collectionnaient du vêtement ont été intéressés à nous donner et ça a augmenté finalement notre visibilité, effectivement, puis la qualité de notre collection, c'est certain, parce que la collection Joyal a un noyau important autour de 1900 aussi, au moment où la mode était très somptueuse et très élaborée, mais il se rend quand même assez loin dans le temps. Il va jusque dans les années 50 et la collection est un peu moins connue pour cette portion-là, mais c'est quand même une collection qui illustre la mode à bien des niveaux et jusque loin dans le temps. Donc, on est aussi intéressé par les costumes des années 50, 60 et toute cette période-là. Joyal, ça a été un point de départ, mais la collection comporte aussi des créateurs contemporains. Oui, en fait, on s'intéresse énormément aux créateurs, aux designers de mode. On a fait, par exemple, une exposition qui s'intitulait « Mode et collection » il y a quelques années, où on invitait les créateurs québécois. Il y avait Jean Héroldi, il y avait Marie Saint-Pierre, il y avait Jean-Claude Poitras, pour n'en nommer que quelques-uns. Et ils venaient dans la collection. Et le principe était qu'ils choisissaient un secteur de collection et ils s'en inspiraient pour faire une création originale. Donc, c'était très intéressant de voir le lien, comment une collection ancienne, parfois c'est sûr qu'ils ne sont pas tous allés dans les vêtements anciens, certains sont allés dans le plus récent, mais comment une collection de musée peut inspirer un vêtement contemporain. Et puisqu'on avait ces créations-là, on leur a demandé de les conserver. Donc, on a là aussi du vêtement qui est très récent, c'est-à-dire des années 1999-2000 de créateurs, ce qui est très intéressant et on continue à en collectionner. Alors, Nicole, après avoir évoqué les créateurs, après avoir parlé longuement de cette grande collection-là, oui, on a le goût de s'attarder sur certains objets et, entre autres, de regarder plus attentivement la collection Joyal.
Alors, c'est ce qu'on va aller voir. Nicole, on est dans les années yéyé, là, on est dans les années 70, 60. On est dans les années 60, en fait. C'est une robe de la collection Pilon-Vallée. Et il y a une grande variété de vêtements, par contre. On peut avoir des vêtements courts, mais on peut avoir... C'est aussi la période de la jupe maxi, un peu plus tard. Donc, on a toutes sortes de styles de vêtements. Celui-là est quand même assez court pour l'époque et il est en mousseline et avec un jupon, bien sûr, en dessous. Je vous ferai remarquer aussi le détail sur le corsage qui est en paillettes de plastique et en petites perles de verre. Propre à l'époque aussi. Propre à l'époque. Et ça fait penser aussi qu'à l'époque, ce qui était très à la mode, c'était les vêtements en fibres synthétiques. C'était l'époque aussi de Paco Rabanne qui avait des robes carrément toutes en pastilles de plastique. Et la couleur aussi est assez parlante. Oui, absolument. C'est une couleur propre à cette époque-là, mais qui, par contre, est revenue plus tard. C'est une couleur, je dirais, assez cyclique, ce fameux vert-là, oui. qui se démode et qui revient régulièrement à la mode. Alors, c'est sans doute, Nicole, un exemple intéressant des créateurs d'aujourd'hui. Oui, effectivement. C'est un manteau de la collection Jean-Claude Poitras. Jean-Claude Poitras cumule en ce moment jusqu'à 40 ans de carrière, en fait, parce que sa première ligne de vêtements a été créée en 1969 sous la griffe Parenthèse. Ensuite, il a eu plusieurs griffes et il s'est associé assez rapidement aussi avec des grands manufacturiers parce que Jean-Claude Poitras tenait beaucoup à démocratiser la mode et tenait à ce que ce soit accessible à le plus de monde possible, en fait. Mais il avait aussi une collection haute couture et quand il a commencé à créer, il est devenu rapidement populaire auprès de différentes personnalités. Donc, on a dans la collection qu'il nous a offert, qui regroupe environ 144 objets, des vêtements qui ont été portés par Roch Voisine, par Pauline Julien, par Clémence Desrochers, par Mila Mulroney et j'en passe. Celui-ci, c'est un manteau en alpaca. Et après qu'il a été créé, il a été intégré à la ligne automne-hiver de 1992 de la collection Poitras. Alors, voici une pièce qui appartient à la collection Joyal. Oui. Une pièce qui appartient aussi à notre grande histoire nationale du sport parce qu'il s'agit d'une veste de racketteur. Oui. Ah. Effectivement, les clubs de racketteurs ont été fondés vers le milieu du 19e siècle. Celle-ci date de 1840. Elle est du Montréal Snowshoe Club, qui est un des premiers clubs de racketteurs qui a été fondé à Montréal. On reconnaissait les clubs de racketteurs qui étaient tous habillés de la même façon à leurs écussons. On en voit plusieurs ici sur le costume. Ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir que le Montréal Snowshoe Club a été à l'origine, en fait, des premiers carnavals. C'est eux qui, avec d'autres clubs, finalement, qui avaient été fondés ensuite, qui ont instigé, en quelque sorte, l'idée d'avoir un carnaval à Montréal. Le premier carnaval a eu lieu en 1883 à Montréal. Mais on parle des carnavals d'hiver. Des carnavals d'hiver, bien sûr. À Montréal, le carnaval n'a pas duré très longtemps. Il aurait duré jusqu'en 1889 à cause de problèmes financiers, semble-t-il. Donc, les problèmes financiers ne datent pas d'aujourd'hui. Ce qui est intéressant de voir, c'est sur les écussons. J'ai l'impression qu'on remettait un écusson à chaque année parce qu'on a eu 1885, 1884, on a 86, qu'on suit un peu les différents carnavals. Les différentes périodes, les grandes rencontres. Oui, c'est ça. C'était des grandes rencontres. C'était un prétexte pour les rencontres de clubs de racketteurs, mais de clubs sportifs en général, les carnavals à cette époque-là. Des compétitions. Oui, absolument. Il y avait des compétitions amicales. Entre autres, semble-t-il que le carnaval culminait par une attaque simulée du Palais de Glace avec de grands feux d'artifice. J'aurais bien aimé voir ça à l'époque. Ça devait être vraiment bien. Puis ça a duré jusque dans les années 1960, les clubs de racketteurs. Oui, ça a duré très longtemps. C'est sûr qu'après l'arrêt des carnavals, bon, ils avaient d'autres activités, mais ça a duré effectivement très longtemps. Alors, Nicole, on est dans les rites de passage, ceux qui rythment nos vies. On dit du berceau à la tombe. Ici, on est dans le berceau. Oui, absolument. En fait, les rites de passage sont moins pratiqués maintenant. Ce sont effectivement les rites qui rythmaient nos vies au moment où la religion catholique était peut-être plus présente. Première communion, baptême, mariage, et on finissait avec la mort.
Les trousseaux de baptême sont les objets peut-être les plus conservés dans les familles. Parce qu'il faut comprendre que la naissance d'un enfant, c'est toujours un événement exceptionnel. Les tout premiers jours d'un enfant, c'est quelque chose d'important, même si, il y avait plus de décès en bas âge à l'époque où ce trousseau-là a été fait. Mais malgré tout, c'est extrêmement difficile pour les familles de se départir de ce type d'objet-là. Il faut comprendre aussi que le trousseau passait d'un enfant à l'autre, c'est-à-dire d'une génération à l'autre aussi. Le premier trousseau pouvait être fait par la marraine, par la mère, par une proche de la famille. Il était souvent offert aussi par les grands-parents, semble-t-il. Et est-ce que c'est vrai que parfois on confectionnait le vêtement de baptême dans la robe de mariée de la mère? Oui, ça pouvait arriver où on nous a offert récemment un trousseau de baptême qui a été confectionné dans la robe d'une des tantes. Donc oui, ça se faisait. Par contre, on tenait aussi à avoir quelque chose d'exceptionnel et acheté vraiment pour le nouveau-né. Donc, on pouvait faire un peu des deux. Aussi, quand un nouvel enfant arrivait, c'est-à-dire on utilisait le trousseau de la famille, mais on pouvait ajouter un vêtement pour marquer que cet objet-là, ce petit accessoire-là, avait été fait vraiment pour cet enfant-là. Ce qui fait qu'on se ramasse parfois, celui-là, on n'en a qu'une partie, mais avec des trousseaux qui ont énormément de pièces, puis on est quand même étonné. Mais ce qu'on comprend, c'est que justement, on ajoutait des éléments au fur et à mesure des années. Et si, par exemple, ça, c'est un trousseau qui était porté plus l'hiver parce qu'il est quand même en laine, si on avait un enfant qui était né l'été, on pouvait ajouter une petite robe de coton ou quelque chose comme ça. On a une veste de mariée, une veste d'homme. Ce qui est intéressant, on n'aurait peut-être pas pu savoir que c'était une veste de mariée, n'eût été de l'inscription qu'on retrouve à l'intérieur. Ça, c'est un trésor pour une conservatrice ou un conservateur de musée. Je comprends. Tu sais, quand on voit à l'intérieur que cette veste-là a été portée par M. Ward en 1839 lors de son mariage. Donc, c'est vraiment exceptionnel de savoir ça. C'est sûr que cette veste-là n'était pas nécessairement pour nous une veste de mariée, mais avec ça, on a ce qu'il faut pour la documenter. Et ça vient de la collection Joyal. Absolument, oui. La collection qui est au cœur de notre propos. Oui. Et M. Joyal l'a acquise, je crois, aux États-Unis, parce qu'elle vient de la région de Buffalo. Oui, effectivement. Le mariage de M. Ward a eu lieu à Buffalo, État de New York. M. Joyal collectionnait pas seulement au Québec. Son souci, c'était d'illustrer la mode qui pouvait être portée à cette époque-là, mais aussi qui pouvait être portée par les Québécois. Il ne faut pas oublier que les gens importaient d'Angleterre, de France. Ils achetaient aussi aux États-Unis leurs vêtements. Donc, on ne s'habillait pas que de vêtements faits au Québec. Et ça a probablement, oui, effectivement, cette veste-là a probablement été achetée aux États-Unis par M. Joyal. Alors là, c'est intéressant parce qu'on va aller rencontrer Serge Joyal, oui, le donateur, mais on va faire parler le collectionneur. Comment il a collectionné les objets, ses motivations. Absolument. Et un regard sur sa collection. Sénateur Joyal, on vous connaît comme homme politique, personnalité publique. On connaît beaucoup moins le collectionneur. Comment on constitue une collection de costumes comme vous avez fait? Je me suis toujours intéressé à ce qui était méconnu, donc mal connu, ou encore de choses qui, parce qu'elles étaient mal connues, et n'étaient pas appréciées, et n'étant pas appréciées, bien évidemment, on les destinait à l'élimination, à la destruction. Et dans les années 60, puisque vous parliez du début de ma vie active publique, je constatais évidemment, comme tout le monde, que les familles au Québec éclataient. On ne conservait plus d'une génération à l'autre ce qu'on appelait autrefois le patrimoine familial. Alors, les albums de photos, les vêtements symboliques de mariage, du baptême. Moi, j'ai vécu chez moi pendant
toute ma jeunesse avec la robe de mariage de ma mère dans le placard. Donc, vous étiez empreint d'un grand patrimoine familial aussi. Oui, et puis je constatais que comme on ne valorisait plus la famille traditionnelle au Québec, c'est à l'époque où les gens commençaient à cesser d'avoir des enfants à répétition avec la planification familiale. Tout ce qui était vêtements n'avait pas d'intérêt. Alors, les vêtements, ce qui me frappait, c'est que quand on allait chez les antiquaires ou on visitait les boutiques qui vendaient des choses anciennes, il n'y avait pas de vêtements parce que ça n'avait pas de valeur. On les avait jetés. Et on jetait ça en même temps que les albums de famille, les albums de photographie de famille, parce qu'on voulait faire une rupture. Hein. La Révolution tranquille, c'est une rupture avec le passé. Et puis, je me suis dit, bon, des photographies, c'est un peu plat sur le mur. Comme tous ces gens-là étaient tous costumés, avaient tous des vêtements, je me suis dit, ce serait bon d'illustrer ces photographies-là avec quelques vêtements. Donc, c'est comme ça que je suis venu aux vêtements. Le costume est porteur d'un discours social. Ah, absolument. Social et politique. Culturel aussi, parce qu'il y a des adaptations. Et le costume était inséparable également de ce que j'appelle l'ère du temps, c'est-à-dire de la façon dont les arts décoratifs se développaient d'une saison à l'autre, d'une année à l'autre. Alors, le costume reste un témoin extrêmement éloquent, précis de ce qu'est l'art décoratif à telle époque. Et ça m'apparaissait important de réintégrer le costume dans l'art décoratif, dans la compréhension du temps où nous sommes. Comme la période 1900 est une période extrêmement importante parce que c'était le début de la féminisation du costume sur la base du corps de la femme. Alors qu'auparavant, on contraignait le corps de la femme. À partir de 1900, on commence à libérer le corps de la femme. Donc, c'est très important. Ça, c'est un changement de paramètre important. C'est au moment où les femmes vont commencer à demander le droit de vote. Donc là, il y a un moment très important. Et ce que je vous dis là, c'est pour vous démontrer que le costume, c'est pas indépendant de toute l'évolution de la société. C'est pas aléatoire. Non, on vit pas coupé en morceaux. On vit dans une intégrité de pensée dans une société qui est complète en elle-même. Vous prenez un jeune sur la rue, vous le mettez dans votre musée, puis dans 50 ans, vous regardez, vous dites, oui, le temps était comme ça. Ça traduit le questionnement de l'époque. Ça traduit aussi le rejet de ce qui est venu avant. Alors, vous savez, la collection que vous avez offerte en 87, qui était de 3500 pièces, est passée maintenant aujourd'hui à plus de 12 000 pièces. Alors, qu'est-ce qu'un collectionneur comme vous, aujourd'hui, peut espérer de cette collection-là? Quel est son avenir pour vous? Moi, je demeure tellement reconnaissant à M. Dubé, M. Richard Dubé, qui était un des directeurs à l'origine, et vous, au tout début, d'avoir accepté, je dirais, de jouer le jeu, d'entrer dans un domaine qui n'était pas un domaine de collectionnement auparavant. Tout ce que je peux acquérir, compte tenu de mes intuitions, de mes intérêts personnels, si je peux le faire partager par le plus grand nombre, et non pas par le groupe restreint de mes amis qui viennent me visiter ou de ma famille chez moi, c'est le premier objectif. Et d'autre part, évidemment, on est tous mortels. Et puis on se dit, mais quand je ne serai plus là, est-ce que mon intérêt va survivre? Est-ce que ma vision était suffisamment bonne pour me survivre? Et moi, je crois fondamentalement que ce sont les musées qui structurent les sociétés. Parce que ce sont elles qui sont le dépositaire de la mémoire et ce sont elles qui sont les dépositaires de ce que nous pouvons devenir. Et singulièrement, pour une société comme le Québec, qui est une société évidemment petite, nous sommes 7 millions sur un continent de 380 millions de personnes, et pour nous, il est très important de comprendre d'où nous venons et ce que nous sommes. Et ce sont les musées qui fournissent cette matière de réflexion. Ce sont les bibliothèques qui fournissent cette matière de réflexion. L'Église qui a structuré notre vie au Québec pendant 400 ans, aujourd'hui, voit ces structures remises en question. Alors, quelles sont les institutions qui vont demeurer, à part le Parlement et à part les musées? Il n'y en a pas d'institutions dont l'avenir est garanti. Les seules institutions qui sont garanties, ce sont celles qui ont le mandat de recevoir en dépôt cette mémoire qui est la nôtre.
Alors, sénateur Joyal, je vous remercie pour cette entrevue, pour cette grande générosité. Merci. Merci. Plaisir. Au terme de cette émission, on comprend que le costume est un miroir de l'histoire. Il nous permet de comprendre l'histoire de son créateur, l'histoire de celui qui l'a porté, mais l'histoire de la société dans laquelle il a été porté. Et en terminant, permettez-moi de vous citer Coco Chanel, la mode se démode, le style jamais.